Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je suis super content aujourd'hui de vous proposer une vidéo qui est assez exceptionnelle pour moi parce que c'est ma toute première conférence que j'ai pu réaliser dans mon université, l'université de Caen. Ça faisait plus d'1 an que j'essayais de réserver un amphi pour pouvoir réaliser cette conférence et ça me fait super plaisir que ça puisse aboutir aujourd'hui. Deux petites précisions avant de lancer la conférence. La première, c'est qu'on dirait que je parle à un amphi seul dans la conférence parce que j'ai dû trouver un angle qui ne montrait pas des étudiants parce que la fac m'a autorisé seulement à me filmer moi et mon visage. Donc ne vous inquiétez pas, pour moi, je n'ai pas parlé seul à un amphi, il y avait bien du monde à la conférence, on était une 50aine d'inscrits, et donc je préfère vous prévenir maintenant parce que je sais que je vais avoir des commentaires là-dessus sinon. Et la deuxième précision, c'est que comme la conférence est quand même assez longue, elle dure plus d'1 heure, je vous ai mis en description de la vidéo les différents chapitres de la conférence pour essayer de détailler un petit peu plus ça, comme ça si vous voulez aller d'une partie à une autre, vous pouvez le faire, et je pense que ce sera plus simple de regarder la conférence comme ça. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça pourra vous servir pour vos études. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé pour que j'améliore la prochaine conférence. Bon visionnage. Ouf. Je vais le prendre quand même au début pour tester. Ça va? J'ai vraiment l'impression d'être un professeur là. C'est vraiment... Bon, c'est pas la première fois. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a une fois où j'ai pris la parole devant la classe, mais c'était un gage et c'était que 10 minutes. Là, c'est dans un cadre différent. Mais bon, là, je suis content de... C'était un amphi à côté. C'était l'amphi de Molombe aussi. Juste pour le micro, est-ce que je garde le micro comme ça? Ou est-ce que là, quand je parle comme ça, vous m'entendez bien aussi? C'est bon comme ça? Ça fait plus... Je te le mets. On utilisera tout à l'heure pour les questions. Ok. Donc en gros l'idée c'est que je vous parle, le thème c'est large, c'est retour d'expérience d'un étudiant, c'est que je vous parle de ce que moi j'ai appris au cours de ma vie étudiante parce que là j'ai terminé mes études depuis septembre, je suis diplômé, ça fait plaisir, ça a mis du temps et j'ai appris pas mal de choses en cours de route. Donc l'idée c'est que je vous parle de tout ça. Ensuite il y aura un petit peu de temps pour les questions parce que ce qui m'intéresse aussi c'est de répondre à vos questions plus individuelles et ensuite on aura aussi du temps pour si vous voulez discuter avec moi plus personnellement ou pour je sais pas, qu'on discute, qu'on prenne des photos, il n'y a pas de problème, on pourra faire ça aussi. Mais le but, c'est que je vous partage un petit peu de mon expérience et qu'ensuite on puisse échanger un petit peu. Donc avant de commencer, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui ont rendu ça possible. Donc il y a eu plein de personnes, hein, ça a pris du temps, ça fait 2 ans que j'essaye de réserver un amphithéâtre et qu'on puisse organiser ça ensemble. Il a fallu donc l'accord du doyen, que je remercie, le doyen d'avant également, parce qu'il y a eu un changement entre deux. Donc je remercie également Monsieur Pagnucco qui m'a donné déjà son accord avant. Je remercie le président de l'université, je remercie l'IMDA pour la réservation de l'amphi, je remercie l'association étudiante Jurisenco qui m'a permis également d'organiser ça. Et puis vous aussi, d'être venu parce que c'est cool. Je pense que j'aurais fait la conférence même si on était 3 ou 4, mais c'est quand même cool qu'on soit un petit peu plus nombreux. Et puis c'est le début, donc c'est cool de pouvoir commencer comme ça, dans un amphi dans lequel j'ai eu pas mal de cours. Donc c'est marrant aussi d'être à ma place, à la place du professeur. Mais voilà, je me souviens encore très bien de quand j'étais à votre place, et c'est pour ça que je vais vous partager quelques conseils aujourd'hui. Pour savoir, je pense que vous avez tous fait vos examens là. Tout le monde, c'est bon. Dites-moi si vous êtes en L1 en levant les mains pour que je puisse un peu savoir. Ok, beaucoup de L1, L2, L3 et Master 1, Master plus. Ok, donc il y a beaucoup de L1, c'est cool. Donc vous avez là vous avez tous passé vos examens. C'est la semaine après les examens. Ok, moi c'était une semaine que j'aimais bien. Parce que je trouvais qu'il y avait un petit peu moins de pression que d'habitude. Je sais aussi que vous allez reprendre les TD. En tout cas, pour ceux qui sont en droit, vous allez reprendre les TD dans quelques semaines. Donc moi, c'était une semaine que j'aimais bien, généralement la semaine après les examens, parce que je pouvais un petit peu parler avec les autres des examens, parce que je vais vous en parler, mais moi, lorsque je suis arrivé à Caen, je connaissais vraiment personne. J'ai pas fait ma première année à Caen. Et donc je connaissais vraiment personne et c'était difficile de discuter avec des gens de sujets sans avoir de point d'accroche en fait. Et moi c'est ce qui m'a permis de parler aux gens, c'était d'avoir passé les examens et c'est à ce moment-là qu'on a pu parler de ça, que j'ai pu me faire des contacts, rencontrer des gens et tout de suite ma vie étudiante était beaucoup mieux. Et justement c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans mon parcours parce que c'est ce que je voulais faire dans un premier temps, c'est vous parler de mon parcours. Donc le parcours en cours
la plupart des gens le connaissent, c'est que j'étais étudiant, ça allait, les études de droit, c'était pas ma passion, mais j'aimais bien ça. Et puis ensuite, il a fallu quand même que je rajoute un petit peu de sens dans mes journées, parce que apprendre le droit, ça suffisait pas. Moi, j'ai jamais été le plus passionné de la classe pour apprendre le droit. Et moi, j'ai trouvé mon sens dans un projet de côté que j'ai commencé à mettre en place quand j'étais en Master 1. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est que le matin, j'allais en cours, l'après-midi, je faisais mes TD, ce que vous faites aussi de votre côté. Et le soir, je faisais des vidéos YouTube. J'ai commencé comme ça, j'ai filmé mon quotidien d'étudiant parce que je trouvais que c'était un truc qu'on voyait pas beaucoup sur YouTube. Il y avait beaucoup vous connaissez peut-être Jurixio qui donne des conseils étudiants, mais c'est du droit en fait, c'est des connaissances. Et moi je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de juristes notamment qui montraient leur quotidien d'étudiant, qui partageaient ce par quoi ils passaient, les interrogations qu'ils avaient, les angoisses qu'ils avaient par rapport à l'avenir, le fait de ne pas se sentir aussi bon que les autres, des conseils de productivité, tout ça. Je trouvais qu'il y avait un manque et je me suis dit je vais essayer de faire ça. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me former beaucoup, moi sur la productivité, l'efficacité, trouver ma méthode de travail. J'ai fait un travail sur moi-même aussi pour arrêter de me comparer aux autres, pour essayer de me convaincre moi-même que j'étais capable de réussir mes études, d'avoir une mention, etc. Et je partageais ça dans mes vidéos. Et j'ai commencé comme ça, en faisant des vlogs, en faisant des vidéos. Je me suis fixé un challenge de faire une vidéo par jour au mois de décembre, qui est un mois un peu compliqué. Et c'est là où j'ai essayé de montrer qu'on pouvait réussir ses études et en même temps avoir des projets. Et c'est en faisant des choses comme ça que ça a permis de construire un petit peu ma crédibilité, parce que j'avais besoin de me sentir légitime. Et ensuite, je continue, je fais des vidéos, je me fais repérer par Jurixio, on fait une vidéo ensemble. Ensuite, je me fais repérer par d'autres youtubeurs et puis je continue de faire mes vidéos de mon côté. Petit à petit, ça monte. Et récemment, j'ai passé les 100 000 abonnés sur YouTube, qui était le cap que j'avais en tête depuis le début, parce que pour moi, c'était top d'avoir ça. Là, t'étais quelqu'un un petit peu, et c'était mon palier que j'avais en tête quand j'ai commencé. Mais tout ça s'est passé en même temps que mes études, et surtout, c'est beaucoup moins beau que ça en fait. Enfin, c'est beaucoup moins. Là, ça paraît simple, comme ça. C'était beaucoup plus compliqué, la réalité. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que j'en ai pas beaucoup parlé sur YouTube en fait de vraiment ce qui s'est passé dans ma tête de la L1 au Master 2. Je vous raconte souvent l'histoire comme ça en rapide, mais là, je vais profiter qu'on soit ensemble pour vous parler de ça et que vous puissiez aussi vous identifier à ce que je dis, parce que je pense que vous allez vous identifier à qui j'étais lorsque j'étais en licence et aussi en master, je pense. Donc en fait, moi, je suis arrivé à Caen en licence 2. J'ai fait toute ma licence et toute la fin de ma licence et tout le master à Caen. Mais la première année, j'étais à Tahiti. En fait, mes parents sont professeurs de français, ils ont été mutés à Tahiti, j'ai fait mon lycée là-bas, j'ai eu mon bac là-bas et j'ai eu ma première année de droit aussi là-bas. Et ça s'est bien passé. Au début, je pensais que c'était parce que j'étais bon, que j'avais la méthode, etc. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était surtout parce que le niveau à Tahiti était moins exigeant que celui de la fac de Caen. Et j'ai vite compris, lorsque je suis arrivé ici en licence 2, c'était beaucoup plus compliqué d'un coup. Et la preuve, c'est que je suis passé de 15,80 de moyenne en L1 à Tahiti à 9 lorsque je suis arrivé à Caen. Et ça a été le gros choc en fait lorsque je suis rentré. C'était pas le choc climatique moi qui m'a fait le plus mal, en fait c'était le choc des connaissances exigées par les professeurs qui vous enseignent aussi des cours ici. Et c'est ça surtout qui m'a fait me remettre beaucoup en question. Et donc il y a beaucoup de L1 ici. Je veux pas vous faire peur sur la L2. Moi on m'avait fait peur avec la L2, etc. Que c'était l'année la plus compliquée. C'est vrai que je la trouve compliquée cette année. Moi, c'était l'année qui était le plus compliquée pour moi, mais il faut pas vous faire une montagne non plus de cette année. Moi, mon principe à la fac de droit, c'était une année par une année. Je pense pas à la L2 tant que je suis pas en L2, je pense pas à la L3 tant que je suis pas en L3, etc. Donc, je vais quand même vous parler de ma L2 parce que ça fait partie de mon parcours et ça m'a appris pas mal de choses. Mais la L2, du coup, pour moi, c'était l'année la plus dure parce qu'il y a eu plein de choses en fait que j'ai dû apprendre à faire. Donc, trouver ma méthode de travail, apprendre à être discipliné aussi lorsque j'apprenais mes cours, parce que je me suis rendu compte que ce que je faisais jusqu'à maintenant, ça suffisait pour avoir mon bac, ça suffisait pour avoir ma première année de droit Tahiti, mais ça suffisait plus pour réussir à Caen. Et donc j'ai eu des mauvaises notes, une mauvaise note notamment en droit administratif qui m'a valu des rattrapages parce que j'ai eu 9, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à me comparer beaucoup aux autres et à penser que j'étais moins bon que les autres, parce que lorsque j'étais à Tahiti, je me posais pas cette question-là, j'avais l'impression d'être dans le haut du panier, et en fait je me suis rendu compte qu'en arrivant à Caen, il y en avait plein qui
qui avaient plus de motivation que moi, de discipline que moi. J'ai commencé à beaucoup me comparer en TD, j'ai commencé à beaucoup me sous-estimer en TD par rapport aux autres. J'avais l'impression d'être moins bon que les autres et c'était assez difficile à vivre. Et je pense que c'est un truc qu'on fait tous. Et c'est pour ça que j'écris aussi des vidéos YouTube sur le sujet et ma chaîne YouTube, parce que je trouvais que personne n'en parlait. Et comme personne n'en parlait, ça renforçait encore plus cette idée que j'étais moins bon que les autres et que je sais pas, ils avaient compris des trucs en plus de moi que moi et que moi j'avais pas accès à ça en fait, que j'avais pas qu'il y avait un palier que j'allais pas pouvoir atteindre. Sauf que je me suis quand même un petit peu motivé moi-même. Je me suis dit, écoute, j'ai eu 9, j'ai pas envie d'aller au rattrapage. À la limite, je peux aller au rattrapage, mais j'ai pas envie de redoubler. J'avais vraiment pas envie de repasser une année. Je me suis motivé donc au début du semestre. Donc en fait, à cette époque-là, donc ça devait être il y a 3 ans. Hein, c'est pas il y a si longtemps que ça, il y a 4 ans plutôt. Je me suis motivé. Je me suis dit nouveau semestre. Je me suis intéressé à ce moment-là à la productivité, à la motivation, à essayer de me comprendre mieux moi. Comment est-ce qu'il faut que je travaille pour réussir. J'ai demandé également beaucoup de conseils aux gens qui étaient plus âgés que moi. J'ai une amie qui avait toujours 1 an de plus que moi qui m'a donné des conseils. Je me suis intéressé aussi directement aux personnes qui me faisaient culpabiliser. En fait, les personnes qui étaient en TD avec moi, lorsque je voyais qu'elles avaient des bonnes réponses tout le temps, qu'elles avaient l'air tout le temps au courant du cours, tout le temps dans le flow, qu'elles avaient tout le temps les bonnes réponses, je me suis motivé à aller leur parler en fait, en allant à la fin du cours. Et ça m'a demandé de prendre un peu sur moi-même parce que je connaissais pas grand monde à l'époque et je me suis donc intéressé à ces personnes-là, à comment est-ce qu'elles travaillent, est-ce qu'elles font des trucs différemment de moi, et je me suis rendu compte que non en fait, pas tant que ça. Ces personnes, elles sont pas forcément différentes de moi. Elles ont aussi la déprime du dimanche soir parfois. Elles ont aussi des problèmes dans les familles. Elles ont aussi des problèmes dans la vie perso, sentimentale, peu importe en fait. Mais ce sont des personnes qui ont des problèmes aussi. Et moi, je voyais ces personnes vraiment comme des cyborgs, comme des personnes qui, je sais pas, qui avaient je m'identifiais pas à ces personnes. J'avais le sentiment que j'arriverais jamais à avoir leur niveau. Et déjà, la première remarque que je me suis faite, c'est que ces personnes déjà travaillaient plus. Au niveau du volume d'heures, elles travaillaient plus. Donc, je me suis intéressé à comment est-ce que je pouvais travailler le plus. Et je me suis rendu compte que c'était moi, généralement, en me levant plus tôt. C'était également juste après les cours, j'aimais bien réviser. J'ai appris un petit peu à me connaître, à savoir comment est-ce que j'aimais réviser, à quelles heures j'aimais réviser, etc. Et puis, je me suis rendu compte que ces personnes, surtout, encore plus important, limite que la méthode de que le volume d'heures de travail, c'était la méthode. En fait, elles comprenaient juste bien la méthodologie. Elles avaient plus lu que moi sur le sujet, elles s'étaient entraînées aussi de leur côté, elles faisaient les exos de manière plus disciplinée que moi, et puis elles s'intéressaient vraiment à la méthodologie, elles avaient compris comment est-ce qu'étaient notés des étudiants en droit. Donc là, je vais faire un petit aparté pour les étudiants en droit, je sais pas s'il y a, je pense qu'il y en a quand même une majorité ici, mais ce qui a changé toute ma scolarité, toutes mes notes en fait, lorsque j'étais en droit, c'était de comprendre comment j'étais noté. Et c'est justement en L2 que je me suis intéressé à ça. Et à la fin d'un cours en TD, donc lorsqu'on était vraiment en petit comité avec un chargé de TD qui était avocat, je suis allé à la fin du cours lui demander comment est-ce qu'on était notés, nous, les étudiants. Parce que je comprenais pas, il y avait des copies où j'avais l'impression d'être bon, de mettre des bons mots comme il faut, de mettre les bonnes expressions. J'étais content de ma copie et je me retrouvais avec un 7 ou un 8. Et il y avait des copies où j'avais l'impression d'avoir bâclé le travail, d'avoir tout écrit comme ça, qu'il n'y avait pas de cohérence dans mon plan. Et j'avais parfois des notes que je pensais pas avoir. Et donc je suis allé voir comment est-ce que j'étais noté. Et je me suis rendu compte qu'en droit, la plupart du temps, les corrections, c'est simplement une grille de mots à employer. Et si le professeur retrouve les mots dans la copie, il va mettre le point. Et ça dépend évidemment des examens et ça dépend des professeurs aussi que vous avez, des maîtres de conférence, de la façon dont ils déterminent les points qu'ils vous attribuent. Mais la plupart du temps, j'ai remarqué qu'en droit, ça marchait comme ça. C'est-à-dire une liste de mots, d'expressions ou des auteurs, des dates, des mots en particulier à donner, parfois même des bouts de phrases du cours à citer quasiment de manière complète. Et ça attribue des points. Et lorsque j'ai compris ça, mes notes, elles ont beaucoup progressé. En tout cas, en L2, je suis passé de 9 à 11. Donc ça a été, j'ai pas eu la mention, mais ça m'a permis de progresser. Et j'ai complètement changé ma façon de faire mes copies. En fait, j'écrivais plus des copies en essayant de faire des belles phrases, en essayant de faire comprendre que j'avais compris sans vraiment le mettre dans ma copie. J'y allais de manière un petit peu bête et méchante, en mettant le maximum de principes que je connaissais, en citant bien les termes, en essayant, lorsque j'avais compris que le professeur
attirer notre attention sur un point, de le rappeler pour montrer que j'étais là au cours. C'est des petits détails comme ça, mais ça m'a permis de passer de 9 à 11. En dehors du fait que je travaillais plus, que j'essayais de monter le nombre d'heures de travail que j'effectuais de manière productive. Mais si on arrive à faire ces deux choses-là, à avoir un bon volume de travail avec une bonne méthode de travail et à comprendre comment est-ce qu'on est noté, ça risque de mieux se passer pour vous. Et si vous n'avez pas encore eu vos résultats, mais si vous êtes un petit peu déçu des résultats, si vous avez l'idée que vous avez raté ces examens ou que vous voulez vous remettre en question, je pense que vous pouvez partir de ça. Soit le volume de travail, travailler plus, soit la méthode de travail, travailler mieux. Okay ? Ça, c'est vraiment ce que j'ai fait lorsque j'étais à votre place en licence 2 et c'est ce qui m'a beaucoup servi. On va en reparler un petit peu ensuite, ce sera le premier conseil de cette conférence, mais là, je vous parle vraiment de la L2 parce que c'était l'année la plus... qui m'a fait le plus me remettre en question. C'était l'année la plus dure. Je ne vais pas vous parler aussi des moments où j'ai hésité à quitter le droit, où j'ai hésité où je me suis dit où est-ce que je peux aller en fait en dehors du droit, mais j'avais rien d'autre en tête, donc j'avais pas changé de filière. Où je me suis demandé si j'avais les capacités de réussir, où je me suis encore une fois comparé aux autres. Je vous parle pas de ça, mais c'est quand même évidemment, vous pouvez vous en douter. En ayant eu 9, ça m'a fait remettre pas mal de choses en question. Et on pourra en discuter si vous aussi c'est un truc qui vous arrive, mais sachez que vous n'êtes pas les seuls à vous remettre en question, à vous comparer par rapport aux autres. On a tendance toujours à se dire que les autres, ils ont sûrement pas de problème et donc ils peuvent avancer directement dans leur révision, alors que c'est pas le cas. Ils ont tous des trucs qui les ralentissent et c'est pas un long fleuve tranquille lorsqu'on révise. Il y a toujours plein de trucs qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on est en révision en plus. Donc voilà, je pense que c'est important de le préciser parce que moi il y avait aucun chargé de TD qui me disait ils sont là pour faire leur cours, ils ont des connaissances à nous donner, ils n'ont pas beaucoup de temps en plus et donc ils n'ont pas le temps de nous dire écoutez, arrêtez de vous comparer aux autres, sachez que vous êtes doué, que vous avez du potentiel, etc. Donc moi ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui parce que j'aurais bien aimé qu'on me le dise, mais je pense que sinon vous pourriez vous le dire vous-même, vous n'avez pas besoin de moi, mais ça me fait plaisir de vous le rappeler quand même. Moi j'aurais bien aimé qu'on me le dise lorsque j'étais à votre place. Ensuite, la L3, ça se passe beaucoup mieux. J'ai fait ma remise en question de la L2. Je travaille plus. Je comprends de mieux en mieux comment je suis noté. Je prends un petit peu de plaisir pour la première fois à vraiment apprendre mes cours parce qu'il y a des matières qui me plaisent. Le droit des sociétés me plaît. Je fais un petit peu de droit de la consommation, ça me plaît. Je suis parti en parcours droit privé. Pour ceux qui sont pas en droit, on peut choisir au bout de la 3e année si on va en droit privé ou droit public. Moi, j'ai choisi le droit privé et ça allait beaucoup mieux pour moi. J'aimais plus les matières, je prenais plus de plaisir. Et forcément, lorsqu'on aime ce qu'on fait, on le fait mieux et on le fait sans voir passer le temps. Donc ça m'arrivait de temps en temps d'apprécier vraiment mes cours. C'est à ce moment-là où je me suis dit pourquoi pas devenir avocat, juriste d'entreprise, parce que c'était la première fois que vraiment je prenais du plaisir dans l'apprentissage de mes cours et je me suis dit pourquoi pas en faire une carrière et pourquoi pas pour de vrai devenir avocat ou juriste d'entreprise. C'était mon idée à l'époque, je voulais rejoindre le master DJCE, c'était mon truc. Dans ma bio Twitter, j'avais mis, je savais que M. Panuco me suivait sur Twitter, donc un professeur de droit des sociétés, et que c'était le directeur du master aussi, le co-directeur du master DJCE. Et comme j'avais vu qu'il me suivait, j'avais mis dans ma bio étudiant en droit et futur étudiant en DJCE, pour montrer un peu à M. Panuco que j'avais l'ambition de rejoindre son master. Ça a un petit peu changé dans la suite, mais c'était pour vous montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. Je commençais à prendre de l'ambition, je commençais à me dire que j'étais pas moins bon que les autres, et il y a eu des déclics, des blocages qui se sont faits dans mon esprit. Et donc en L3, ça se passe beaucoup mieux. J'ai la première fois la mention que je voulais avoir. J'ai pour la première fois une mention en droit. Et donc en un an, en fait, je suis passé de l'élève qui se comparait aux autres à l'élève qui est devenu la personne à qui se comparer en fait. La personne dans le TD qui, lorsque j'étais en TD, que j'étais en 2e année au fond de la classe et que je voyais des gens tout le temps lever la main, répondre aux questions, bien connaître le cours, etc. En fait, j'étais un petit peu devenu cette personne. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais pas différent des autres et que c'était encore une fois le volume et la méthode de travail que ça changeait quelqu'un en fait. Ça changeait vraiment même la vision que les autres avaient de moi parce que c'était les autres maintenant qui me demandaient parfois des conseils pour certaines matières lorsqu'ils voyaient que je répondais au cours et que j'étais intéressé par le cours, qui me demandaient des conseils pour avoir des meilleures notes et c'est là où je me suis dit vraiment c'est purement mental parce que moi je suis pas spécialement différent que l'an dernier. J'ai changé pas mal de détails dans mon apprentissage mais en soi je suis la même personne et donc c'est là où j'ai vu que beaucoup de gens se comparaient aussi. Donc ça a confirmé que en droit et de manière générale dans les études supérieures, tout le monde se compare à tout le monde et tout le monde se crée des complexes, tout le monde pense qu'on est moins bon que les autres et voilà. C'est ça le problème de la comparaison excessive et c'est un gros point que j'aborde aussi sur YouTube mais c'est pas un des points de la conférence mais vous l'avez compris.
je vous conseille d'éviter de vous comparer aux autres, ça vous pourrit un petit peu la vie, ça vous donne pas forcément de motivation. Parfois c'est bien de se comparer aux autres si on arrive à en tirer de la motivation, mais j'ai remarqué qu'en droit, c'était plutôt de la comparaison nocive. C'était de la comparaison culpabilisante, pas forcément très motivante. Donc moi j'ai jamais tiré du bien de la comparaison avec les autres étudiants. Donc si ça vous aide vous à réviser, ben faites-le, mais sinon faites attention à ça parce qu'il y a des choses que vous pouvez perdre si ça peut compliquer vos révisions. Moi mon principe en révision, c'était vraiment de me concentrer sur moi, sur mes problèmes à moi, de pas essayer de penser aux problèmes des autres ou au manque de problèmes des autres, mais vraiment de me concentrer sur mes révisions à moi. Ça m'a toujours beaucoup aidé à être vraiment focus dans mes révisions. Donc en L3 ça se passe très bien, je suis très content, je passe en M1. Et puis en M1, moi c'était pas encore la sélection. Je sais que maintenant la sélection c'est en Master 2, en Master 1. Moi c'était en Master 2, donc fin de Master 1, début de Master 2. Et c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma chaîne YouTube parce que je sentais que j'avais les capacités de en même temps faire mes études, le M1 DJCE dans lequel j'étais et YouTube. Donc je me fixe des objectifs. Bizarrement, ça m'a pas desservi. Il y en a beaucoup qui m'ont dit au début, et le directeur de master, l'ancien doyen de la faculté en premier m'avait dit qu'il n'était pas sûr que je puisse réussir les deux en même temps. J'avais au début pensé à faire une année sabbatique en Master 1 pour en gros lancer ma chaîne YouTube, pour apprendre vraiment le monde de YouTube, faire mes premières vidéos et ensuite de revenir en droit une fois que je sais faire des vidéos, monter des vidéos, etc. Et le doyen m'avait déconseillé de partir en année de césure et m'avait dit de trouver une solution, mais en gros de pas partir lorsque j'étais en droit parce que j'étais sur ma lancée, mais il doutait du fait que je pouvais réussir à faire les deux en même temps, à faire une chaîne YouTube et en même temps à réussir mon Master 1. Parce que c'est l'année de la sélection, etc. Il y a une grosse pression et donc il y avait beaucoup de personnes qui en doutaient, mais moi je me suis lancé quand même. Je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai mon année, je peux rater mon année et je peux foirer une chaîne YouTube, mais à la limite en fait j'avais une certaine c'est ce qu'on appelle aussi l'insouciance du débutant, c'est-à-dire que j'étais tellement débutant, je crois que c'est Orelsan qui avait dit ça, quand t'es nul t'es tellement nul que tu peux pas savoir que t'es nul en gros, et j'avais tellement d'ignorance que sur tout ce qu'il fallait faire pour lancer une chaîne YouTube que ça me paraissait facile. Et ça me paraissait tellement facile dans ma tête que c'est devenu facile dans la réalité, en tout cas plus facile que ce que pouvaient en penser les autres. Moi, je l'ai pas vécu comme une année très difficile. J'étais vraiment ultra focus dans mes révisions le matin. Je me levais très tôt. Alors évidemment, j'ai fait des sacrifices. Je suis sorti 2 fois cette année. J'ai fait deux soirées en tout dans l'année universitaire. Les week-ends, je rentrais et je faisais des vidéos. En semaine, je me levais parfois à 5h30 du matin, 5h du matin. Et puis, je dormais très tôt le soir. Donc vraiment une vie de papy ou la yes life, vous appelez ça comme vous voulez. Mais j'étais vraiment le cliché du gars qui s'endort très tôt, petite tisane, il va dormir, le matin il se réveille très tôt, il révise, il va en cours, etc. Mais moi ça me plaisait, j'étais content et le soir je faisais mes vidéos et j'étais très content comme ça. Et donc cette année se passe. Par contre, j'ai pas réussi à avoir une mention. Je pense que là, j'ai atteint mes limites en fait. Et je préférais, c'est pas forcément un conseil qui s'applique à tout le monde, mais moi cette année, ça m'a plutôt servi de pas avoir de mention et d'avoir quand même le temps de lancer une chaîne YouTube. Peut-être que si j'avais concentré tous mes efforts sur les études, j'aurais une mention et j'aurais pas eu de chaîne YouTube à gérer. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment lancer ma chaîne YouTube. Et donc, je suis assez content de comment cette année s'est passée parce que ça a été une année où j'ai pas eu de mention en effet, mais où j'ai quand même été sélectionné en Master 2 et j'ai pu lancer ma chaîne YouTube. Je crois que au bout de la première année, on était déjà 15 000 sur la chaîne. Donc pour moi, c'était énorme et j'étais content en même temps d'avoir pu valider mon année parce que évidemment, moi je voulais pas réussir sur YouTube et pas réussir mes études. Je veux faire les deux en même temps. Pour ma légitimité, c'était important et donc j'ai réussi à faire ça. Sauf qu'en M2, c'est la sélection, donc je remplis les dossiers, je fais les lettres de motivation, etc. Alors moi, je veux rester à Caen, donc je fais pas non plus 10 000 dossiers. Je sais qu'il y a des potes qui avaient fait 40 lettres de motivation pour avoir vraiment fait la limite maximum de dossiers qu'on pouvait envoyer au fac. Moi, j'en ai fait 3 seulement, 3 masters à Caen, et j'ai résigné je me suis résigné dans l'idée d'aller en DJCE parce que encore une fois, le doyen m'a prévenu. Il m'a dit Monsieur Dossier, je vois que vous êtes motivé pour réussir votre Master 2 DJCE, mais il faut savoir que c'est soit DJCE maintenant, soit YouTube. Parce qu'en DJCE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un master qui est assez sélectif, assez
assez dosé en connaissances, un peu comme tous les masters, hein, mais le DGCE particulièrement, c'est un emploi du temps très carré en fait, c'est 8h, 17h il me semble tous les jours, et c'est pas le cas de tous les masters. Moi c'était pas le cas, c'était beaucoup de cours en début de semaine et moins en fin de semaine, mais eux c'est vraiment quasiment tous les jours 8h, 17h il me semble, avec tout le travail qui va ensuite dans la fin de la journée. Donc bref, il me prévient, c'est gentil, il me dit c'est YouTube ou c'est le DGCE. Du coup, je suis parti en droit du numérique et puis j'ai déposé mon dossier pour un autre master. J'ai compris que j'allais pas pouvoir faire les deux cette fois-ci, encore une année. Et ça m'allait bien parce que moi, vraiment, à ce moment-là, j'avais déjà compris que YouTube, ça avait du potentiel. Et en dehors de tout ça, ça me plaisait beaucoup plus que mes études de droit. Et d'ailleurs, il y a une petite difficulté que j'avais pas anticipée cette année-là, c'est que j'aimais tellement YouTube que c'était très difficile de réviser. J'ai jamais eu autant de mal à réviser que lorsque j'étais en Master 2, alors qu'on peut se dire que c'est la fin, que maintenant j'ai ma méthode de travail, machin, j'ai de l'expérience. En fait, non. C'était l'année la plus dure, une des années les plus dures avec la L2, mais cette fois-ci pour une raison différente, c'est que j'aimais tellement YouTube que c'était hyper dur de réviser des cours ensuite qui me paraissaient parfois abstraits. Alors j'avais des cours qui m'intéressaient comme d'habitude. On a toujours plus ou moins des cours qui nous plaisent plus que d'autres et on a des cours qu'on aime moins, c'est toujours comme ça. En droit, moi j'avais toujours quasiment 7 matières par an, donc il y en a forcément 2 que j'aime bien, 2 que j'aime pas du tout, 3 où je suis neutre, mais c'était souvent comme ça pour moi. Et cette année, c'était très dur de réviser, donc j'avoue, j'ai plutôt travaillé sur YouTube cette année. En tout cas, je pense que si on cumule le nombre d'heures que j'ai travaillé sur YouTube et révisé sur mon bureau, je pense que cette année, l'an dernier, c'est pas il y a si longtemps que ça, je pense que j'ai travaillé plus sur YouTube que sur mes études. Mais encore une fois, toujours dans cette idée de valider le master, de faire les efforts nécessaires, sans vouloir forcément avoir la mention la plus haute, parce que c'était adapté à moi, parce que moi il y avait ce projet de côté, et je savais que si je mettais du temps sur ce projet, ça allait pouvoir être mon métier comme ça l'est aujourd'hui, et j'allais pouvoir en faire une carrière. Mais encore une fois, c'est pas adapté à tout le monde. Évidemment, moi je vous conseille de concentrer vos efforts sur ce qui est le plus productif pour vous, sur ce qui a le plus de sens pour vous. Et moi c'était YouTube et les études, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, c'est même un cas, peut-être un cas sur 1000 ou 10 000, je sais pas. J'ai pas vu beaucoup d'étudiants lancer des chaînes YouTube, donc c'est pas forcément un conseil que vous pouvez appliquer. Mais en tout cas, je pense que si vous avez une passion vous aussi de votre côté, si vous avez un truc qui vous plaît vraiment, qui vous tient à cœur, je sais que ça peut être difficile de revenir sur des cours qui nous paraissent un peu plus abstraits. Et je connais ça. Et voilà, même en Master 2, même en étant un grand de la faculté pour certains, lorsqu'on arrive en L1, on est souvent les grands. En Master 2, on est considéré comme les grands de la fac. Moi, je pensais ça lorsque je suis arrivé. Et puis, en fait, voilà, même avec les méthodes, même avec un peu d'expérience, j'avais beaucoup de mal à réviser cette année. Et c'était le cas pour beaucoup de membres de la promotion, pour des raisons différentes. Mais on a beaucoup eu du mal à réviser l'an dernier. Donc voilà, ça s'est bien passé quand même pour nous. On a tous eu notre master. Pour ceux qui se demandent, ceux qui sont partis dans mon master, ils ont quasiment tous eu soit leur alternance, soit ils passent à un concours, ils préparent des concours d'avocat, ils préparent le barreau, donc ça s'est bien passé. Moi j'étais en M2 droit du numérique à Caen et ça s'est bien passé, donc c'est un master que j'ai bien aimé. Globalement, j'ai bien aimé quand même les enseignements. C'était dur de réviser, mais c'était pas à cause des enseignements, c'était à cause de ma passion qui se créait pour YouTube. Mais voilà, c'était quand même une bonne expérience. Et globalement, j'ai passé une bonne. Si on cumule toutes les années, si je prends du recul là, si je repense à toutes ces années, j'ai passé quand même une belle vie étudiante, je dirais, à Caen. Il y a eu forcément des hauts et des bas. Il y a eu des moments où j'en avais marre, des moments où ça me manquait limite lorsque j'étais en juin, juillet, parfois je me disais que j'aimais bien cette petite routine que j'avais lorsque j'étais étudiant, j'aimais bien retrouver le cercle d'étudiants que je connaissais. Donc j'ai passé comme une belle vie étudiante et le but de cette conférence c'est aussi de vous donner à vous des conseils pour passer vous aussi une bonne vie étudiante parce que je sais que c'est pas facile, je sais qu'il n'y a pas de livre, en fait il n'y a pas de livre sur réussir sa vie étudiante, enfin il y en a peut-être un maintenant, j'ai écrit un livre l'an dernier, c'était mon but, voilà je fais un petit peu l'autopromotion mais c'était la première fois que j'écrivais un livre et j'essaie de faire un livre sur la vie étudiante, mais je pense pas qu'on donne pas beaucoup de conseils sur réussir sa vie étudiante, sur passer une vie étudiante plus sereine. Il y a des chaînes YouTube qui commencent à se créer maintenant. Il y a Jorisso qui est là depuis longtemps. Il y avait les Sherpas aussi, peut-être pour ceux qui connaissent. Je les ai rencontrés il y a quelques mois. C'est des YouTubeurs qui sont sympas, qui parlent pareil de ça. Mais c'était moi quand j'ai commencé YouTube, c'était pas, je voyais pas beaucoup de contenu comme ça sur YouTube. Et donc, je vais vous parler quand même de ce que je vous conseille de faire, vous, pour vivre une belle vie étudiante en tant
qu'étudiant et en tant qu'individu aussi. Parce que je pense que c'est important de faire la différence. Encore une fois, moi, on ne me présentait pas les choses comme ça lorsque j'étais à votre place, mais pour moi, c'est hyper important de différencier vous, l'étudiant, et la personne que vous êtes. En gros, vous êtes un étudiant aussi, vous êtes étudiant, étudiante ici, et vous avez une valeur académique. La valeur académique, c'est quoi? C'est vos expériences professionnelles, c'est votre projet professionnel, c'est les notes que vous avez eues, c'est des mentions, c'est tout ça. Ça, c'est votre valeur académique. Et vous avez aussi vous, la personne qui est derrière. Pas forcément la personne qui révise, pas forcément la personne qui va en cours, mais la personne qui est derrière. Comment est-ce qu'elle va, cette personne? Et cette valeur-là, cette valeur de la personne, elle est déterminée par d'autres choses qu'on découvre en dehors de la fac. Lorsqu'on teste des choses, lorsqu'on lance des projets, lorsqu'on suit ses intuitions, lorsqu'on découvre, lorsqu'on essaye de sortir un petit peu de la fac et de ce qu'on fait à la fac, lorsqu'on essaie de se construire personnellement. Ça peut être avec le sport, ça peut être avec des projets comme je l'ai fait avec YouTube, donc des projets plus créatifs, artistiques, trouver des choses qui nous plaisent en dehors de la fac. Et ça va nous permettre de nous construire personnellement. Et donc moi, dans cette conférence, je vais essayer de vous donner des conseils qui s'appliquent dans votre vie personnelle et dans votre vie d'étudiant. Okay, ça me paraît vraiment important de distinguer les deux parce que on a tendance à se perdre et à se considérer comme étudiant tout le temps. Lorsque j'étais en repas de famille, je me présentais comme étudiant en droit. Ça fait partie de mon identité ensuite parce qu'on se définit en tant qu'étudiant en droit. Mais à la fin de mon master, je me définissais plus comme étudiant en droit. Je me définissais comme un étudiant en droit, mais qui a aussi des passions, qui a une vie à côté. Et cette vie, elle a beaucoup de valeur aussi. Et je suis pas forcément prêt à mettre de côté cette vie-là trop longtemps pour, par exemple, une meilleure note. Donc c'est important de définir de bien distinguer les deux, je pense, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant dans mes vidéos, et c'est ce que je vous conseille de faire parce que je trouve que déjà on vit mieux. C'est agréable parfois de mettre un petit peu le cerveau d'étudiant sur off et de revenir à sa vie, comment ça se passe sa vie, parce que vous le verrez, et je peux vous l'assurer, pour avoir eu une mention, je pensais que le jour où j'allais avoir une mention, ça allait tout changer, que j'allais être quelqu'un un petit peu comme les 100 000 abonnés sur YouTube. Et je me suis dit, le jour où j'ai une mention, c'est vraiment que j'ai passé un cap. Et en fait, je peux vous assurer que la mention, si vous n'avez plus de santé mentale, si vous n'avez pas pris soin de votre santé mentale, pas pris soin de votre santé physique, que vous avez dû mettre de côté beaucoup de choses dans votre vie personnelle, que vous avez dû faire des choix qui vous ont pas plu, si vous avez dû vraiment perdre beaucoup de choses pour votre mention, elle aura beaucoup moins de saveur. Et moi, c'est ce qui s'est un petit peu passé quand même lorsque j'ai eu ma mention. Alors, j'avais pas arrêté le sport, heureusement, donc ça m'a permis de garder un équilibre, santé mentale, santé physique. Mais je peux vous assurer que le jour où vous avez ce papier avec marqué mention assez bien ou mention bien, ou même mention très bien, comme j'ai eu certains amis qui en ont eu, si vous avez votre santé mentale qui est pas, vous n'avez pas pris soin de votre santé mentale, ça aura beaucoup moins de saveur et vous n'aurez pas vraiment de fierté en fait, parce que vous aurez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et si vous avez perdu votre santé mentale, je pense que quoi que vous ayez gagné à côté, je pense que si on fait les comptes, vous avez perdu, parce que votre santé mentale, c'est vraiment le plus important. Et ça me paraît important d'en parler aussi à vous les étudiants, parce que on n'en parle pas beaucoup. On en parle sur YouTube, on en parle sur les réseaux maintenant, je trouve, avec les créateurs et les créatrices de contenu que vous suivez peut-être, vous l'entendez. Mais à la fac, on l'entend pas beaucoup. Et encore une fois, c'est pas forcément de la faute des professeurs. Ils ont un planning, ils ont des cours. Mais puisque je suis là et que je suis à la place du professeur, je me fais plaisir et je vous parle un petit peu de santé mentale. Ok ? Maintenant, on va se concentrer d'abord. Le premier conseil de cette conférence, c'est sur votre vie donc d'étudiant. Donc là, on met un petit peu de côté la personne que vous êtes, ce que vous aimez dans la vie, etc. On y reviendra plus tard. Mais le premier conseil, c'est d'analyser vos examens. Donc ça, c'est un conseil qui est fait parce que je savais que j'allais faire cette conférence en janvier. Je vous aurais pas forcément dit la même chose en septembre, mais en janvier, je sais que là, vous avez passé des examens et c'est encore frais dans votre mémoire. Je pense que vous vous souvenez un petit peu des sensations, donc d'attendre dans le couloir, devant l'amphi, la sensation d'aller en cours, d'aller passer l'examen et puis de se poser plein de questions, d'avoir plein d'informations à stocker dans le cerveau, la peur aussi de rater l'examen, la peur de pas trouver ses mots si on passe un oral par exemple. Tout ça, je pense que c'est encore assez frais. Moi, je m'en souviens encore très bien parce que c'est fort quand même, c'est des émotions fortes. Il y avait franchement, il y a eu des choses qui m'ont fait un peu sortir de ma zone de confort sur YouTube, mais les examens, franchement, c'est un test mental, et je me souviens encore très bien des sensations que ça procure. Donc vous, je pense que vous aussi, vous vous en souvenez. Et ce que je peux vous conseiller, c'est que pendant que c'est frais, même si vous allez prendre un petit peu de temps pour vous cette semaine, etc., d'essayer d'analyser ce que vous pouvez faire de mieux avec ce que vous venez de produire. Essayez pas forcément de faire des pronostics sur vos notes, parce que ça c'est pour moi une perte de temps, parce que vous verrez que
vous aurez un décalage énorme entre les notes que vous pensez avoir et celles que vous allez avoir. Moi, je pensais réussir, en fait, j'ai pas réussi. Celui-là, je pensais que je l'ai foiré, et puis j'ai une note qui me convient. Ça arrive à plein de personnes. Et rien que hier, en regardant mes DM sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait une fille qui me demandait comment est-ce que je fais pour résister à l'envie de vouloir reprendre ma copie et de réécrire des choses, en fait, parce qu'elle sortait d'un examen, elle a pris son cours et puis elle a dit ah bah ça j'ai pas répondu ça j'ai pas répondu ça je pensais l'avoir bien dit, mais en fait quand je regarde mon cours je me rends compte que c'est pas comme ça exactement que c'est dit dans le cours, donc j'ai peur que le professeur me mette pas les points. Je pense que ça aussi vous connaissez bien. Ça m'est arrivé aussi de sortir d'un examen, d'ouvrir le classeur et de regarder pile poil la partie du cours où il fallait apprendre, et après de me dire ah mais si j'avais mis ça j'aurais été trop bien, et en fait je l'ai pas mis. Bref, je pense que ça vous parle, et ce que je peux vous conseiller, au lieu de faire ça, même si vous allez le faire forcément un petit peu, vous avez sûrement discuté un petit peu des examens après les avoir passés, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'analyser ce que vous avez fait et ce que vous pouvez améliorer pour le semestre d'après, tout simplement. C'est un petit peu comme ça que je vous parlais tout à l'heure, de vivre d'année en année, de penser à la L1, puis la L2, puis la L3. C'est un petit peu comme ça aussi que je travaillais avec les semestres. C'est un semestre par un semestre. J'essaye chaque semestre de faire un petit peu mieux, de m'améliorer un petit peu mieux, de me comprendre un petit peu mieux, de faire avec l'expérience que j'ai obtenue avec le semestre pour essayer d'être un meilleur étudiant, pour essayer d'avoir plus de processus aussi. C'est hyper important pour moi d'avoir des processus avant examen, pendant examen, après examen. C'est un truc que moi, lorsque j'ai commencé à mettre ça en place, ça m'a beaucoup aidé d'avoir par exemple une routine d'avant examen. Donc en fait, moi, c'était l'idée que j'allais pas dans l'amphi avec des fiches. Je voulais pas être cette personne qui révise juste avant d'aller en amphi, parce que moi, ça me brouillait plus qu'autre chose. Encore une fois, ça dépend de vous. Si vous, ça vous aide, faites-le. Mais moi, en tout cas, j'avais cette routine d'avant-examen et c'était tout le temps la même. Comme ça, je savais que j'avais mes repères lorsque j'allais en examen. Moi, j'avais une routine de pendant-examen qui était l'idée de ne jamais me faire absorber par la montre, où en fait, parfois, on a ce sentiment de regarder la montre, d'écrire, et puis on se rend compte que il nous reste plus beaucoup de temps, que ça passe vite et qu'on n'est que à l'exo 1 sur 4, etc. Et parfois même, je me suis surpris à me comparer, même pendant l'examen, à essayer de regarder à gauche, à droite, où est-ce qu'ils en sont dans les cours, dans l'examen, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ont l'air de galérer à écrire ou pas. Et j'étais en train d'analyser les expressions faciales des autres étudiants. Je me suis dit là quand même, il faut peut-être arrêter de perdre son temps à se comparer aux autres et concentre-toi sur ta copie. Donc j'ai mis en place un processus de pendant examen où je ne regardais pas ce que faisaient les autres, absolument pas. Vraiment, j'étais concentré sur ma copie et moi ça m'a aidé. Et j'avais même un processus de après examen que j'appelais un sas de décompression, où en fait je sortais dehors, j'allais marcher, j'allais courir, je sortais, vraiment je laissais les cours dans la maison, et puis j'allais partir et je m'entraînais ou je pensais à autre chose, mais je ne revenais pas sur mes révisions tant que je n'étais pas sorti au moins 1 heure, tant que je ne m'étais pas un petit peu aéré l'esprit, parce que sinon j'ai déjà essayé de, juste après un examen, de revenir sur un cours, ça ne le faisait pas. Il y avait toujours une sorte de brouillard mental après avoir passé un examen et ça m'allait pas. Donc moi ça m'allait pas, peut-être qu'à vous ça ira. Je sais que parfois on est un petit peu pressé aussi lorsqu'on enchaîne les examens, mais je prenais toujours au moins 30 minutes, 1 heure pour aller marcher. Donc moi j'avais mes routines. Avant, pendant, après examen. Vous pouvez également essayer d'identifier si le semestre d'après, vous auriez plus intérêt à soit augmenter le nombre d'heures de travail, si vous êtes déjà satisfait de la manière dont vous travaillez, si vous trouvez que vous connaissez un petit peu déjà et que vous savez comment réviser de manière productive et que vous avez quelques notions de productivité et d'organisation. Dans ce cas, vous pouvez juste augmenter le volume. Là, c'est sûr que vous aurez des meilleurs résultats. Ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un comme moi qui n'avait pas de méthode de travail, qui ne savait pas comment être productif, qui ne se connaissait pas trop, qui ne savait pas s'il aimait travailler plutôt le matin ou plutôt le soir, s'il aimait travailler avant ou après manger, avant ou après avoir fait du sport, etc. C'est des détails, mais lorsqu'on apprend à se connaître, on sait comment on aime, dans quelles conditions on aime être pour travailler. Et si vous arrivez à analyser un petit peu ça, vous pourrez aussi trouver une méthode de travail qui sera personnalisée à vous, qui sera vraiment faite sur mesure. Et c'est un conseil que je vous donnerai également plus tard dans la conférence. Mais donc, essayez d'analyser votre semestre. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait pour tel examen? Est-ce qu'il y a un examen où vous vous êtes senti bien et du coup, vous aurez plutôt intérêt à essayer de reproduire le travail que vous avez fait pour les matières d'après? Si vous avez bien réussi une matière à TD et que vous vous rendez compte que vous avez bien préparé les TD,
que vous vous êtes intéressé au cours et qu'ensuite l'examen, vous l'avez senti assez bien, essayez de reproduire ça pour les prochaines matières à TD. Et à l'inverse, parce que c'est plutôt ça qu'on retient, si vous n'avez pas apprécié tel examen, si vous vous êtes rendu compte qu'il vous manquait pas mal de connaissances alors que vous pensiez que vous alliez pouvoir les restituer, essayez d'analyser votre semestre. Vraiment, ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais c'est hyper important parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Et si vous commencez à mesurer, à essayer de vous comprendre un petit peu, vous allez progresser de semestre en semestre et ce sera agréable parce que vous verrez vraiment la différence entre le vous de la L1, de la L2, de la L3 et puis vous commencerez à bien vous connaître. Et le fait de bien se connaître, ça évite aussi du stress à l'examen. C'est pour ça que moi, les examens en L2, quand je suis arrivé à Caen, étaient les plus stressants. C'est parce que je me connaissais pas, que j'avais pas de méthode de travail, j'avais pas de repères, j'avais pas de routine, etc. Et tout ça, ça permet de diminuer le stress le jour de l'examen. Donc si on peut s'éviter un petit peu de stress en étant un petit peu plus confiant le jour de l'examen de par les efforts qu'on a fait au cours du semestre, je peux vous recommander ça parce que ça vous évitera pas mal de questions et vous aurez toujours cette petite angoisse de l'examen, cette grosse angoisse de l'examen, mais ça ira quand même beaucoup mieux. Ok ? Donc ça c'est le premier conseil. Essayez d'analyser un petit peu ce que vous avez fait ce semestre-là et comment est-ce que vous pouvez améliorer le semestre d'après, comment est-ce que vous pouvez passer à un meilleur semestre et apprendre à vous connaître un petit peu plus. Maintenant on va parler, là j'ai parlé à l'étudiant, maintenant je vais parler un petit peu plus à la personne que vous êtes. Donc je vais vous parler de ne pas se comparer, de ne pas surtout se sous-valoriser par rapport aux autres, se sous-estimer plutôt par rapport aux autres. Parce que ça, c'est, vous l'avez compris, ce qui selon moi fait la différence entre la L2 et la L3, en dehors de la méthode de travail, etc., c'est que j'ai arrêté de me sous-estimer. Et forcément, les deux vont de pair. Si vous avez des meilleures notes, si vous êtes plus confiant, vous avez moins tendance à vous sous-estimer et vous avez moins tendance à vous comparer. Si vous êtes naturellement ou alors que vous avez construit votre confiance en vous, vous verrez que vous vous comparez moins aux autres. Je le vois sur YouTube, les youtubeurs qui sont les plus confiants, ils passent pas des heures à regarder ce que font les concurrents. Je le vois dans le sport, je sais pas, les athlètes qui se préparent et ils sont pas toujours en train de regarder ce que font les autres pour se préparer pour la compétition. Et moi, les étudiants les plus confiants que j'ai vus au cours de ma vie étudiante, ils passaient pas du temps à se comparer aux autres, ils passaient pas du temps à se soucier de ce que pensaient les autres du cours, ils étaient focus sur leur cours et ils avaient leurs objectifs et ils étaient focus. Et c'est ce que je peux vous conseiller de faire, d'arrêter de vous sous-estimer par rapport aux autres. Et je sais que c'est pas facile à faire, je sais qu'on le fait toujours un petit peu, aussi c'est important de le préciser. Même moi, arrivé en Master 2, forcément, je continue de me comparer aux autres. Et même si je vous parle de ça, je faisais l'an dernier, je me souviens très bien me comparer aux autres, demander à des gens de la promotion s'ils ont compris ça, si vraiment le cours est dur ou est-ce que c'est moi qui comprends pas, parce que c'est super dur en fait en cours de regarder autour de soi et puis d'avoir l'impression qu'on est seul à pas comprendre. Alors que pour en avoir parlé avec beaucoup d'étudiants, je peux vous assurer que c'est pas parce qu'un étudiant est en train de noter un cours et qu'il est focus sur son ordi qu'il comprend ce qu'il est en train d'écrire. Okay, c'est hyper important parce qu'il y a une grande différence entre prendre des notes comme ça, être focus sur son ordi et comprendre ce que le prof est en train de dire. Et moi, j'étais vraiment cet élève où moi j'ai tendance je prends vite des notes. Je suis quelqu'un, je prends vite des notes et je pense que c'est mes années de jeux vidéo qui m'ont aidé à mieux taper sur un clavier et je pense que ça m'a aidé, mais vraiment je suis le genre de gars qui de l'extérieur peut avoir l'impression d'avoir tout compris parce qu'il note, parce qu'il écrit vite et parce qu'il regarde bien l'ordi, il est focus, mais en vrai je peux vous assurer que c'est pas parce que je note vite, et c'est la plupart des étudiants, c'est pas parce qu'on note vite qu'on a tous compris. Okay, donc c'est vraiment important, partez pas du principe que vous êtes moins intelligent que quelqu'un d'autre et rappelez-vous que si vous avez des problèmes, il y a des chances que d'autres étudiants aient des problèmes. Pas forcément les mêmes, mais il y en a forcément quelques-uns dans l'amphi qui sont à peu près dans la même situation que vous, qui ont les mêmes problèmes, soit dans la famille, soit des problèmes plutôt de santé mentale, de comparaison excessive, etc. Et je peux vraiment vous le confirmer parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'étudiants ensuite. Et il y a un truc aussi que j'ai appris avec YouTube, qui est que en fait, si vous avez une pensée en ce moment, par exemple lors d'un cours, ou même dans cet amphi là aujourd'hui, si vous avez une pensée à un moment, il y a forcément quelqu'un ici qui a la même pensée en même temps que vous. C'est pareil dans l'amphi, lorsque vous êtes en cours, si à un moment vous vous dites ce cours il est vraiment dur ou j'ai rien compris à ce moment-là, il y a forcément une personne qui se le dit en même temps. Si vous vous dites les autres ils ont l'air de comprendre et pas moi, il y a forcément quelqu'un qui se le dit en même temps. Et ça je l'ai vraiment appris sur YouTube
Et ça m'a beaucoup servi parce que je me suis dit, un jour j'ai ressenti vraiment ça en cours. Je me suis dit, j'ai l'impression que les autres ils comprennent et moi pas. J'en ai fait une vidéo et il y a eu confirmation. Les autres pensaient ça aussi. Mais comme nous, on parle pas beaucoup et encore moins en ce moment si on fait des cours à distance, et que même lorsque moi j'étais en CM en présentiel, on parlait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de communication, donc on sait pas. Mais moi, je peux vous le dire. Si vous sentez quelque chose, si vous avez une pensée à un moment dans votre tête lors d'un cours, quelqu'un a forcément la même pensée à ce moment-là, ou il l'aura forcément dans la journée. Si le cours il est dur à apprendre pour vous, il est dur à apprendre pour les autres. Si le professeur il a pas bien expliqué cette notion et que vous relisez votre cours et vous avez l'impression que ça n'a pas de sens, quelqu'un se dit ça la même chose, quelqu'un est en train de réviser le même cours et se dit forcément la même chose. Ok ? Donc, ou alors il se dit pas sur la même partie, mais vous, il y a une partie qui va vous sembler simple et lui, elle lui semblera compliquée. Donc, ça s'équilibre à la fin. Ok ? Donc, ne vous sous-estimez pas. Et la meilleure façon de pas se sous-estimer, c'est de travailler sur soi, d'avoir des meilleures notes, et vous aurez tendance naturellement à moins vous comparer. Ok ? Ça, je pense que c'est important parce que pour moi, le meilleur conseil de productivité, on pense souvent à, tester des méthodes de travail différentes, le Pomodoro, mettre un timer, faire des mini-siestes. Mais pour moi, le meilleur conseil de productivité, c'est de se concentrer sur son travail et d'arrêter de se comparer toujours aux autres, parce que c'est un gain de temps absolument énorme. Ok ? Donc ça, c'est pour la personne que vous êtes. Mais donc là, on a eu un conseil pour l'étudiant et un conseil pour la personne. Et je pense que pour moi, le conseil le plus important, c'est toujours les conseils pour la personne, parce que après, c'est la personne qui écrit quand même. Vous êtes un étudiant, vous êtes des étudiants, mais pour avoir vécu ça, si on va à un examen en n'étant pas bien dans sa tête, on rédige pas de la même façon et on n'apprend pas l'examen de la même façon, on subit pas l'examen de la même façon. Donc, je pense que voilà, vous pouvez prendre ce conseil et donc je pense que à partir du moment où vous arrêtez de vous comparer, vous gagnerez beaucoup de temps et vous serez beaucoup plus productif et concentré sur vous. Donc vraiment, concentrez-vous sur vous et ça ira mieux. Ok. Ensuite, je voulais vous parler d'une notion qui m'intéresse beaucoup, qui est une notion économique à la base, mais qu'on peut appliquer dans le droit, qu'on peut appliquer dans tout. C'est l'effet cumulé. Ça, c'est pareil, c'est lorsque je vous ai dit en début de conférence qu'il y a une phase de ma vie où je me suis beaucoup formé sur la productivité, l'efficacité. Il y a eu un livre, d'ailleurs pour ceux qui me demandent, il y en a qui me demandent les livres que je conseille de lire sur la productivité et l'efficacité et tout ça. Déjà, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle 5 livres à lire, parce que voilà, je les ai plus forcément tous en tête. Mais si je peux vous donner des livres comme ça qui m'ont plu, il y a eu Deep Work de Cal Newport. Travail profond en français, c'est un petit peu bizarre, mais en anglais ça s'appelle Deep Work, et même traduit en français il s'appelle toujours Deep Work de Cal Newport sur la productivité. Et il y a eu un bouquin en particulier que j'ai bien aimé qui s'appelle L'effet cumulé, justement, The Compound Effect en anglais, qui a été écrit par Darren Hardy. Et c'est là que j'ai découvert cette notion d'effet cumulé, et ça m'a servi pour YouTube, ça m'a servi pour les études, ça me sert pour le sport, ça me sert pour plein de choses. C'est l'idée que quelque chose qui s'améliore chaque jour produira des effets exponentiels dans le futur. Donc sur 30 jours, sur un an et encore plus sur 5-10 ans, ça marche dans plein de domaines. Et l'exemple que Darren Hardy donne dans son livre, c'est même pas un exemple économique, parce que c'est souvent utilisé pour les investissements. On dit que si on investit de manière régulière sur 30 ans à un intérêt de 7%, 100 €, ça peut devenir des sommes énormes. C'est souvent comme ça qu'on présente les choses. Mais Darren Hardy, il donne un exemple lié à la vie sentimentale. Il explique qu'il était marié avec une femme et qu'il avait rencontré des difficultés après son mariage, et que ce qu'il avait fait pour sauver son mariage, c'était chaque jour écrire sur un carnet une qualité de sa femme, une chose qu'elle faisait bien, une chose qui lui rappelait pourquoi il était tombé amoureux, etc. Et chaque jour, il notait une chose sur son carnet, sur sa femme. Et il l'a fait pendant 1 an. Et à la fin de l'année, il a réussi à trouver 301 qualités à sa femme, ce qu'il n'aurait sûrement pas réussi à faire s'il l'avait fait en 1 jour. Mais le fait de le faire chaque jour un petit peu, de prendre le temps d'écrire les qualités, déjà ça lui a changé la perspective forcément de son couple, parce que lorsqu'on est concentré sur les qualités et à chercher une qualité de quelqu'un, on oublie un petit peu le négatif, on oublie ce qui nous plaisait moins. Donc forcément la perspective change. Forcément, je pense que le couple je pense que ça a dû changer quelque chose dans le couple dès les premières semaines. Forcément, si vous vous concentrez sur les qualités de quelqu'un, vous êtes plus focus sur ça. Et puis en plus, vous en cherchez d'autres, donc c'est que positif. Et surtout, à la fin de l'année, il a quand même réussi à remplir un bloc-notes avec les qualités de sa femme, alors qu'il était
lorsqu'il a commencé cette expérience, en train de divorcer. Okay, donc ça, je trouve ça intéressant pour montrer déjà que lorsqu'on fait des petits pas chaque jour, on peut accomplir des grandes choses et que surtout ça produit un effet exponentiel parce que on n'aurait pas eu ce genre de résultat s'il l'avait fait qu'une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 30 jours. Et je pense pas que ça aurait eu un impact comme ça sur son couple. Ensuite, il y a d'autres domaines dans lesquels ça s'applique. Il y a l'idée du sport. Le sport, je ne sais pas si vous avez un jour entamé une transformation physique, mais moi je me suis intéressé à ça et je me suis lancé dans ça il y a quelques années. J'étais au lycée, j'étais le plus fin de la classe. Je faisais 55 kilos en terminale et je me suis motivé à me motiver pour me lancer dans la musculation. Et j'ai pris 15 kilos en un an. Et aujourd'hui, lorsque je me vois dans le miroir, j'ai pas l'impression d'avoir évolué. Parce que le corps, il a évolué d'1% chaque jour, ou de 2%, ou de je sais pas combien de pourcents, ça dépend de mes entraînements, de ma régularité, etc. Mais je me suis pas vu évoluer. Et c'est pareil pour ça. Si vous aussi, vous lancez dans le sport, dans une transformation physique, comme le disait un conférencier que j'aime bien qui s'appelle Simon Sinek, il disait que si un jour vous faites 2 séances de sport et que vous vous regardez dans le miroir, vous verrez aucune différence. C'est pour ça que la plupart des personnes arrêtent à ce moment-là, parce qu'elles ont des courbatures, elles ont mal, elles ont fait les efforts, mais elles n'ont pas les résultats. Le truc, c'est que les résultats, ils arrivent plus tard. Ils arrivent après au moins une dizaine, une quinzaine d'efforts. Et c'est exactement pareil dans les révisions. Il y a eu plein de fois où j'ai commencé mes révisions, j'ai révisé 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, même 6 heures, 8 heures un cours. Et en fait, je n'avais pas passé le palier qui me permettra on va dire, que mon cerveau comprenne ce que je suis en train d'apprendre. Il y a toujours un décalage entre l'apprentissage et la mémorisation. Il y a toujours un décalage entre l'action et les résultats. Si on reprend l'exemple de la salle de sport, il y a toujours un décalage. Et c'est seulement en dépassant des paliers, en dépassant un certain volume d'heures, on ne sait pas combien c'est. Pour certains, au bout de 30 heures de sport, il y aura une transformation visuelle. Pour d'autres, c'est 40 heures, 50 heures en fonction de l'objectif. C'est pareil pour les révisions. Il n'y a pas un nombre d'heures déterminé pour savoir à partir de quel moment vous serez plus à l'aise sur un cours. Moi, j'avais essayé de calculer, toujours dans cette idée d'optimiser d'optimiser les semestres après semestre. J'avais calculé que pour une matière à TD, j'avais besoin de 36 heures pour être à l'aise à la matière, pour pouvoir en faire un oral par exemple, pour pouvoir au moins comprendre les notions de base. Ensuite, je pense que les matières où j'ai les meilleures notes en TD, je dépassais ce cap-là. Mais au moins, je savais qu'au bout de 30-36 heures sur une matière importante à TD, donc complète avec plus de connaissances qu'une petite matière, encore une fois pour les étudiants en droit, vous avez aussi cette distinction à faire. Je savais qu'à partir de ce moment-là, j'allais être plus à l'aise. Mais après, ça dépend des matières, ça dépend de l'affinité que j'avais avec les matières, de comment est-ce que je les comprenais ou pas. Mais à vous aussi de savoir peut-être quel nombre d'heures vous avez besoin de mettre dans une matière pour être à l'aise avec cette matière. Et moi, le sport, c'était pareil. J'avais pas un nombre d'heures précises, mais je pense que j'ai eu mes premiers résultats visuels au bout de 30 heures, 40 heures de musculation, donc c'est beaucoup, mais si on le fait chaque jour un petit peu, ou alors tous les 2 jours ou tous les 3 jours même, ça va quand même assez vite. Mais il faut pas avoir les révisions faut pas faire une séance de révision, 2 séances, 3 séances, se démotiver parce qu'on revient sur le cours, on a l'impression qu'on n'a rien retenu. C'est des paliers en fait, et on peut pas forcément savoir à quel moment on va dépasser le palier, mais une fois qu'on a dépassé le palier, ça se voit lorsqu'on relit notre cours, qu'on commence à faire des liens entre les notions, on commence à comprendre pourquoi le chapitre 1 il est comme ça et le chapitre 2 il suit et le chapitre 3, on commence à créer une cohérence dans le cours, on est capable de citer des exemples, on est capable d'aller, même parfois d'avoir envie d'aller un petit peu plus loin en fonction des paliers dans lesquels on est lorsqu'on révise, mais c'est une question de palier. Okay, parce que moi j'ai vu beaucoup de fois et je l'ai moi-même vécu tu commences un cours, tu révises, tu passes 2 heures, tu galères, tu révises, c'est dur les premières heures lorsqu'on révise un cours et qu'on part de pas grand-chose, et puis on revient dessus le lendemain, on a l'impression d'avoir tout oublié et c'est pénible. C'est pareil si on s'entraîne une fois, qu'on a des courbatures, qu'on revient à la salle et qu'on voit aucun changement, mais dites-vous que c'est une question de palier, que c'est une question d'effet cumulé et que c'est toujours au début qu'on fait le plus d'efforts pour le moins de résultats, et puis ensuite ça évolue, ensuite il y a l'effet cumulé qui se produit et vous pourrez vous impressionner vous-même en quelques semaines si vous êtes régulier dans un domaine, quel que soit le domaine. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi Fabien Licard qui en a parlé de l'effet cumulé sur YouTube il n'y a pas si longtemps que ça, où il parlait d'une expérience où en fait, si vous par exemple, je vous demande aujourd'hui de choisir entre 1 million d'euros et 1 centime qui se multiplie chaque jour, il faut savoir que si vous prenez le centime, au bout d'un mois, vous aurez 5 millions d'euros.
Alors que si vous avez choisi le million d'euros directement, bah, vous auriez perdu parce que le bon choix, c'était le choix du centime qui se multiplie chaque jour. Parce qu'il en devient 2, 4, 8, 16, 32. Et ça paraît difficile à croire, mais à la fin, ça devient 5 millions. En tout cas, c'est Fabio Liccar qui l'a dit. Si c'est pas vrai, faudra revoir sa vidéo et lui dire que c'est pas bon. Mais je pense qu'il a raison et ça me paraissait difficile à croire aussi, mais ça me paraît normal maintenant parce que c'est l'effet cumulé et on se rend pas compte d'à quel point quelque chose qui s'améliore chaque jour peut devenir vraiment gros en termes de résultats sur le long terme. Et c'était pareil pour YouTube lorsque j'ai commencé à tourner. Toutes les premières vidéos étaient difficiles à tourner. J'étais pas à l'aise devant la caméra, j'étais pas à l'aise pour monter les vidéos, ça mettait du temps. Et puis je peux pas l'expliquer, mais au bout de 7, 8, 9, 10, 15 vidéos, j'ai dépassé un palier. Je le sens que j'ai dépassé un palier et que je suis capable de faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant, mais il n'y a pas eu un bruit en fait, il n'y a pas une sonnette, il n'y a pas un déclic mental, c'est juste quelque chose qu'on expérimente et on se rend compte qu'on est capable de faire plus de choses qu'avant, qu'on est capable de comprendre plus de choses qu'avant et ça marche dans absolument tout. Okay, donc ça, je pense que c'est important parce que cette notion d'effet cumulé, elle m'a servi donc pour me motiver à faire des petits efforts quotidiens. Je trouve que c'est encore plus intéressant à faire que des bonnes résolutions, par exemple. C'est plus motivant à faire que des bonnes résolutions, je trouve, de penser à l'effet cumulé et d'imaginer à quel point on peut évoluer si on s'améliore un petit peu chaque jour. Et surtout, ça permet de comprendre cette notion de palier qu'on doit atteindre, qu'on a envie d'atteindre lorsqu'on veut améliorer quelque chose. Donc ça marche dans les révisions, ça marche dans le sport, ça marche dans l'économie, ça marche dans beaucoup de choses. Donc ça, c'est l'effet cumulé. C'est vraiment, je vous conseille pas forcément de lire le livre de Darren Hardy, c'était plutôt pour l'exemple, je trouvais intéressant du couple et de faire un petit effort chaque jour et puis de montrer à quel point ça peut changer quelque chose, ça peut même sauver un couple. Mais pour moi, c'est une bonne notion, cette notion d'effet cumulé. Ensuite, et c'est le quatrième conseil de cette intervention, c'est plutôt un conseil qui s'adresse à vous et c'est un conseil qui est lié un petit peu aux autres, mais c'est de déterminer quel étudiant vous êtes, déterminer quel étudiant à quel type d'étudiant vous ressemblez, parce que quand même avec le temps, même si évidemment moi je prône le fait de dire que tout le monde est différent, qu'il n'y a pas dans cette salle une seule personne qui est exactement comme vous, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs types d'étudiants et je m'en suis rendu compte avec le temps. Forcément, j'ai rencontré pas mal d'étudiants et je me rends compte encore aujourd'hui, c'est marrant, je l'ai rencontré surtout lorsque je suis allé en classe de 3e, je suis allé faire une petite intervention dans la classe de ma mère, pour ceux qui l'ont vu sur YouTube, et j'ai remarqué en fait que dans la classe, il y avait exactement ma classe avec des élèves différents. C'est-à-dire que les perturbateurs, dans le fond, ils y étaient toujours, mais c'était plus moi et mon groupe de potes, c'était d'autres personnes. Les personnes qui écoutent bien, que les professeurs aiment bien en général, c'est un petit peu cliché, mais qui sont au premier rang, deuxième rang, bah, elles y sont toujours, c'est des personnes différentes. Et en fait, il y a des types d'étudiants. Et c'est pareil pour les études. Et je suis sûr que si je vais dans un amphi plein un jour à Caen et que je regarde, je suis sûr que je vais retrouver des personnes qui correspondaient au groupe d'étudiants que moi-même j'avais. Et si on parle même pas de groupe d'étudiants, il y a vraiment des profils d'étudiants différents. Aussi simple que, est-ce que vous, c'est plutôt le matin où vous êtes productif, ou est-ce que le matin, il ne faut pas vous parler des cours, il faut vraiment que vous concentriez sur votre petit-déj et tout. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaille mieux le soir, qui aime bien le calme du soir? Est-ce que vous êtes quelqu'un, comme je disais, qui a besoin parfois de courir, de sortir, de s'aérer pour réviser? Moi, c'est mon cas. J'ai vraiment des blocages parfois où j'ai l'impression que mon corps me dit si tu sors pas, je t'autorise pas à réviser, parce que vraiment j'ai des blocages, j'ai le cerveau qui fume et j'ai besoin de sortir. Est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que vous aussi ça vous parle ou est-ce que vous pas du tout? Vous pouvez enchaîner comme ça les heures de révision et puis sortir plus tard, mais est-ce que vous êtes cette personne-là? Est-ce que vous êtes aussi parce que je dois vous avouer que même après avoir étudié la productivité, l'efficacité, il y a quand même des personnes qui ont tendance à pas travailler à la pression. Ça, c'est une expression qu'on entend beaucoup et c'est pas forcément, c'est pas scientifiquement exact, on va dire, c'est pas un terme qu'on entend, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent mieux à la fin, qui ont tendance à vraiment se motiver à travailler à la fin, proche de l'échéance. Et moi, par exemple, je fais partie de ces personnes et ça me le fait dans
plein de choses dans tous mes domaines. Je me suis rendu compte que vraiment je suis une personne qui aime bien travailler vers la fin et j'ai beaucoup de mal à travailler, à me dire l'examen c'est dans 60 jours, du coup si aujourd'hui je commence à réviser le chapitre 1, la section 1 et que demain la section 2, machin, la section 3 ensuite, à la fin je serai arrivé au bout de l'examen, j'aurai fait tout le programme. Je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça et j'aimerais bien dans une autre vie faire partie de ces personnes-là, mais j'ai jamais été cette personne-là. Mais je peux vous conseiller d'identifier où vous êtes dans le spectre, on va dire, parce que c'est pas aussi cliché que ça dans la réalité. On va dire qu'il y a vraiment l'exemple du procrastinateur de haut niveau qui est vraiment en train de réviser tous les examens 2-3 jours avant. Il est là. Ici, il y a la personne qui révise. Le premier jour après la reprise et qui fait son plan, fait son planning, elle a son calendrier, etc. Et puis elle révise chaque jour ce qu'elle était censée réviser. Et puis ensuite, il y a le milieu et puis on se trouve tous plus ou moins là-dedans. Mais essayez d'identifier qui vous êtes, à quelles heures vous aimez travailler, dans quelles conditions vous aimez travailler. Moi, lorsque j'ai découvert ça, justement, je vous parlais de se lever plus tôt parce que j'ai lu un livre qui s'appelait Le Miracle Morning, qui est assez connu, qui est un peu le livre cliché lorsqu'on commence le développement personnel et qu'on a envie d'apprendre des choses là-dessus. Moi, je l'ai lu, je l'ai bien aimé, ça m'a tenté et je me suis levé à 5 heures du matin et c'est vrai que j'ai apprécié le calme de 5 heures du matin, le fait d'être levé avant tout le monde parce que moi, je supporte mal le fait d'avoir l'impression de faire les choses après tout le monde et lorsque je suis le plus productif, c'est lorsque j'ai l'impression de justement être le premier à faire quelque chose. Donc le fait de me réveiller tôt, ça m'a servi. Mais c'est pas, pour le coup, c'est vraiment pas un truc qui s'applique qu'à moi. Je sais qu'il y a Mohamed Ali, donc le combattant, qui expliquait que lui, il se levait pareil à 5 heures du matin parce qu'il avait la sensation de s'entraîner avant son adversaire et ça lui donnait un avantage psychologique. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'adversaire direct, c'est les examens, mais ça reste un adversaire. Et si vous pouvez, dès le début de la journée, attaquer en révisant vos examens, en révisant vos cours pour vos examens, je pense que ça vous donnera une confiance en vous. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti lorsque je me suis levé très tôt à 5 heures du matin. Et puis même, ça m'aidait de manière générale pour les TD, par exemple, où en fait, je préférais, et c'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo d'ailleurs, quand je disais que moi, je préférais par exemple le dimanche soir me coucher un petit peu plus tôt et me lever le lundi matin un petit peu plus tôt et réviser mon TD par exemple ou juste le relire parce que comme ça, j'avais l'impression d'avoir mieux retenu le TD et je pouvais donner plus de réponses que si par exemple j'arrivais le lundi matin directement en TD sans avoir relu le TD avant. Moi, ça m'a aidé dans ma vie d'étudiant de me lever plus tôt. Pas forcément tout le semestre, hein. C'était pas tout le semestre, c'était des périodes, comme ça, souvent les périodes avant les examens. Ça m'a aidé. Je peux vous conseiller de le faire. C'est moins dur que ce qu'il n'y paraît. C'est vraiment moins dur que ce qu'il n'y paraît. C'est comme les douches froides. Les douches froides, à chaque fois que j'en parle, ça paraît fou comme ça d'en prendre, mais vraiment, c'est moins dur que ce qu'il n'y paraît et ça a des bénéfices. Donc je peux vous conseiller ça. Et puis si vous êtes quelqu'un du soir, créez-vous votre routine du soir, mettez-vous dans un environnement que vous aimez bien, apprenez à savoir si vous êtes quelqu'un de la BU, si vous êtes quelqu'un qui aime bien travailler chez vous, si vous n'êtes pas capable si vous n'avez pas les capacités de travailler chez vous. Je sais qu'on n'a pas tous chez nous un bureau, un endroit calme pour réviser, donc on est plutôt à la BU. Dans ce cas, est-ce que vous êtes quelqu'un de la BU? Est-ce que vous aimez alterner entre les deux? Créez-vous votre petite routine. Moi, j'avais ma petite salle de travail en droit là dans le bâtiment avec ma table et je savais que si j'y allais le matin le plus tôt possible, j'allais avoir ma place. Ça construisait cette routine. Et puis à la fin de l'examen, à la fin du semestre, lorsque j'étais en examen, je me souvenais de toutes les heures que j'avais passées sur cette table à réviser et ça me permettait de me rassurer, de me dire que j'avais fait des efforts, etc. Parce qu'on a besoin de se rassurer aussi avant les examens et la meilleure manière de se rassurer, c'est de se rappeler de tout ce qu'on a fait comme effort. Ça nous permet de nous sentir légitimes et c'est souvent lorsqu'on a une routine qu'on se souvient de tout ce qu'on a fait. Parce que sinon, ça paraît un petit peu chaotique, un petit peu désordonné, mais cette routine, elle va vraiment vous aider pour vous et je vous conseille dans tous les domaines, peu importe l'objectif que vous avez, tout le monde vous dira d'avoir une routine, d'avoir soit d'imiter la routine de ceux qui ont réussi dans tel domaine, c'est souvent ce qu'on fait, mais encore mieux d'avoir une routine personnalisée pour vous qui vous permettra de faire des efforts en plus sans avoir forcément besoin de plus de volonté. Parce que lorsque quelque chose est vraiment ancré dans notre quotidien, on n'a pas forcément besoin de volonté pour le faire, on le répète automatiquement, un petit peu comme le brossage de dents, dans un degré un petit peu plus quand même autre, dans un petit peu plus difficile, on peut avoir cette routine de réviser et parfois de rentrer chez soi, boum, d'installer les cours et puis de commencer à réviser parce que c'est devenu une routine et que c'est intégré.
Ok, donc ça c'était le 4e conseil, de vous créer votre propre routine et une routine personnalisée encore mieux. Mais sinon, commencez par les routines clichés comme moi j'ai fait le Miracle Morning, le matin, la douche froide, les révisions, ou pas forcément la douche froide, mais au moins le réveil à 5h30 et puis on commence à réviser ou à s'entraîner ou à faire des choses dès le matin pendant que tout le monde dort. Moi ça m'a aidé. Ok, donc ça c'était pour la routine matinale ou peu importe la routine qui sera la meilleure pour vous. Je pense que c'est important et c'est pareil, on m'en parlait pas beaucoup lorsque j'étais étudiant. Je l'ai surtout découvert dans les livres de productivité et d'organisation aussi. Et le dernier conseil, c'est encore une fois un conseil que je vais adresser à vous directement, à la personne que vous êtes, c'est de ne pas être seulement des étudiants. C'est d'avoir quelque chose en plus, justement. Et je vais vous donner un exemple, parce que je sais que ça peut paraître... J'ai la prétention de vous dire de ne pas être seulement des étudiants, alors que je sais que c'est difficile déjà d'être un bon étudiant et d'essayer de faire des efforts pour réussir ses études. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile d'avoir une vie à côté du droit ou de la médecine. Je sais qu'il y a peut-être des étudiants en médecine ou au moins une étudiante en médecine qui est ici. Donc, je vous conseille qu'est-ce que je disais? J'ai pensé à la médecine et j'ai perdu faire autre chose à côté de ses études, ouais, c'est ça. Je vais pas faire comme le prof qui dit c'est pour savoir si vous suivez, mais là pour le coup tu m'as aidé un petit peu. Donc de faire autre chose à côté, et donc oui l'exemple, parce que je pensais plutôt à une étudiante en droit justement, qui était vraiment selon moi le cliché de l'étudiante en droit qui ne pense qu'au droit dans sa vie. Et moi, je suis un petit peu l'inverse. Moi, je suis plutôt le gars qui aime bien rigoler, qui aime bien être un petit peu moins sérieux que l'étudiant en droit qu'on attend de nous, en fait, qu'on nous demande d'être lorsqu'on est étudiant en droit. D'ailleurs, on m'avait fait la remarque que j'étais pas assez sérieux pour un étudiant en droit. Ça m'avait fait un petit peu mal parce que moi, lorsque je rigole, c'est pas en tant qu'étudiant en droit. Moi, dans mon cerveau, on peut être sérieux en travail, lorsqu'on travaille, et puis déconneur dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie à côté des études. Mais c'est vrai que quand on est entre étudiants en droit, on est censé être sérieux, un étudiant en droit est censé être sérieux, et il y a plein en fait de choses qu'on attend de nous. Et ça peut être pour moi assez difficile à vivre lorsque notre personnalité de base ne correspond pas avec la personnalité d'un étudiant. Et donc forcément cette fille, qui est une amie, c'est la fille justement qui avait une année de plus que moi tout le temps, qui me donnait des conseils et qui m'a beaucoup aidé dans mes études. Pour moi c'était le cliché. Cette fille c'était le cliché parce que vraiment elle ne faisait rien d'autre que réviser. Lorsque on était en covoiturage et qu'on rentrait ensemble le vendredi soir, elle me demandait comment est-ce que ça allait les cours et elle voulait qu'on parle tout le temps du droit. Alors évidemment c'était pas le même profil que moi. Elle avait déjà son plan de carrière, elle avait déjà ce qu'elle voulait faire en tête précisément. Donc vraiment pas moi. Moi j'ai été perdu longtemps dans mes études concernant mon avenir. Mais elle, vraiment, c'était droit tout le temps. Révision le week-end, pas besoin de sortir, j'ai même pas envie de sortir, je veux réviser du droit. Le droit. Et tout le temps stressé. Forcément, parce que lorsque ta vie, c'est le droit, si ça se passe mal en droit, c'est ta vie qui s'écroule. Alors que si tu as quelque chose à côté, même un couple, si tu es en couple et que tu as des études et que tu as une mauvaise note, tu rentres chez toi, t'as pas tout perdu. Il y a toujours ton couple, il y a toujours ta famille, tes amis. Et elle, forcément, elle avait toujours ça. Elle avait ses amis, sa famille. Elle n'avait pas forcément une vie sociale horrible non plus, mais c'est vrai que sa vie, c'était quand même le droit. Et je l'ai ressenti, j'ai senti son stress en fait lorsqu'elle allait en examen, parce que en fait, comme elle a passé tellement de temps, elle a sacrifié tellement d'heures pour ça. Si ça se passe mal, dans ce cas, elle perd tout. Et je l'ai ressenti parce que moi, c'était pas la même chose. Moi, j'avais un stress évidemment avant chaque examen, parce que j'ai peur de pas trouver mes mots, j'ai peur quand même que les heures que j'ai passées à réviser, servent pas. J'ai peur de l'échec de manière générale. C'est pas agréable d'avoir une mauvaise note. C'est ton nom associé à une mauvaise note, c'est pas agréable. Si tu distingues pas ton nom, le nom qui est sur la copie et ta note, tu peux vite penser que la note elle est attribuée à toi, alors qu'elle est attribuée à la personne qui a rédigé la copie, à l'étudiant en fait, mais pas forcément à la personne. Et donc bref, moi je trouvais que cette personne, lorsqu'on parlait de ça, je lui disais t'es trop focus sur les études, et puis elle pensait que je l'étais pas assez, donc c'était chacun une vision différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que après avoir eu son master 1, elle s'est lancée donc en master 2 et pareil, elle avait toujours eu des bonnes notes, mention tout le temps, donc forcément une élève bosseuse et elle m'a inspiré là-dessus. Mais en M2, elle a décidé de changer, elle a décidé de courir, elle a décidé de faire un sport à côté, donc elle a commencé par la course.
Et donc au début, elle avait l'impression que c'était une perte de temps. Elle avait déjà essayé un petit peu de courir lors des examens derniers en fin de Master 1, mais elle disait qu'en fait elle allait courir, elle pensait faire 6 km, elle en faisait 2 et puis elle revenait parce qu'elle avait peur d'avoir oublié une notion de son cours, donc elle revenait sur ses fiches et elle recommençait à réviser. Donc en fait c'était un échec de courir, ou alors c'était maximum 1,5 km parce qu'après il y avait le stress qui lui donnait envie de revenir chez elle et de réviser. Mais je suis sûr que vous avez connu ça à votre échelle ou quelqu'un dans votre entourage, ce côté je peux pas sortir de moi sans avoir mes fiches, je peux pas m'éloigner trop de mes fiches, c'est un truc qu'on connaît généralement, en tout cas en études de droit. Et en M2, elle s'est vraiment lancée. Elle a vraiment décidé de le faire 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine en fonction de comment ça allait. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai lancé ma chaîne YouTube et on s'était motivés un petit peu tous les deux. Moi, il fallait que je fasse une vidéo par semaine. Il fallait qu'elle court 1 fois par semaine. Et elle a bien tenu parce que maintenant, je trouve même, je l'ai vu sur Instagram il n'y a pas si longtemps, elle met ses perfs sur, vous savez, sur Nike Run là, sur Instagram. Et puis elle a des bonnes perfs. Je trouve qu'elle court très bien et c'est marrant de voir qu'elle a tenu jusqu'à maintenant. Et surtout, en dehors du chronomètre qu'elle a maintenant, ses notes n'ont pas baissé. Ses notes ont même monté. Je crois qu'elle a réussi maintenant ses études. Elle a réussi ses études, c'est sûr. Elle a réussi maintenant le concours d'avocat. Donc elle est avocate maintenant en préparation. Vous savez, c'est le moment où elle a, je crois, ses 18 mois de formation. Et donc elle est en plein dedans. Mais elle a réussi, elle a bien réussi. Et surtout, elle était beaucoup moins stressée. Son M2, à elle, c'était sa meilleure année. En tout cas au niveau santé mentale, santé physique, etc. Parce que globalement, elle a passé une très bonne année. Beaucoup moins stressante. Elle associait bien le stress des cours avec la détente, la sensation qu'on ressent lorsqu'on a couru et qu'on est sorti. Et elle s'organisait très bien. Elle était encore plus motivée et puis elle a perdu du poids aussi, qui c'était son objectif. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est le côté comme c'était la transformation mentale qu'elle avait eue en fait. Vraiment, je la reconnaissais plus parce qu'elle était beaucoup moins stressée, beaucoup plus détendue. Cette fois-ci, elle me posait plus des questions sur les cours, elle me posait des questions sur YouTube, elle s'intéressait à ce que je faisais en dehors des études. Elle incitait ses amis à elle-même se mettre au sport, etc. Et j'ai adoré voir ça et ça m'a fait plaisir en fait de la voir aussi plus sereine. On a même fait une soirée ensemble, ce qui n'aurait pas été le cas avant parce qu'elle ne sortait pas du tout. Et moi, je sortais pas beaucoup et non plus, mais elle vraiment pas du tout. Et je l'ai vue en soirée beaucoup plus étendue à quelques semaines des examens, ce qui n'aurait pas été le cas avant. Non pas que je vous le conseille forcément si ça vous stresse vous, mais en tout cas, je trouve que son évolution est assez intéressante et ça montre bien ce qu'on peut ressentir lorsqu'on commence à comprendre que la vie personnelle est intéressante aussi et importante aussi et qu'on fait pas forcément bien de la sacrifier 5 ans si on fait des longues études comme les études de droit. Parce que j'ai eu cette dynamique de me dire allez, je sacrifie tout, je sacrifie vraiment beaucoup de ma vie personnelle pour mes études. Ça peut marcher quelques mois, mais ça pourra pas marcher quelques années. Il y a un moment où ça le fait plus en fait. Et moi, ça a marché quelques semaines parfois où vraiment je faisais rien d'autre que du droit, mais ça aura des conséquences sur le long terme que je vous conseille de ne pas avoir, que j'espère que vous n'aurez pas. Parce que je pense qu'on peut voir à la fin des études quelqu'un qui s'est concentré à fond sur ses études et qui ne s'est pas construit personnellement en même temps. Il y a un décalage en fait entre les qualités de la personne d'un étudiant en droit, si c'est quelqu'un qui a fait les mêmes études que moi, qui a eu des bonnes notes, bon CV, bon parcours en général, qui connaît toujours ses cours de la L2, de la L3, donc vraiment un bon élève, mais qui n'a pas à côté, qui par exemple a peur de prendre la parole, mais qui n'est pas à l'aise pour les oraux. Ça peut être un manque pour certains métiers, pas forcément tous les métiers. Il y a des métiers qui sont très écrits, mais je trouve que c'est important aussi de savoir bien s'exprimer, d'avoir plein de connaissances, mais d'être capable aussi de les donner aux autres, de prendre la parole devant les autres. Et j'ai connu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui avaient toutes les capacités pour bien écrire, faire des belles copies, ce qu'on nous demande de faire à la fac, mais qui à côté ne pouvaient pas prendre la parole devant 3-4 personnes. Et je trouve ça dommage parce que si elles ont les capacités de faire des belles copies comme ça, c'est pas facile. Je pense qu'elles ont aussi les capacités de travailler sur d'autres compétences qui sont importantes et qui sont utiles dans la vie en dehors des études et même parfois qui nous permettent d'avoir un stage ou un job plus tard. Parce que moi, par exemple, mon stage de Master 2, je l'ai eu parce que, non pas parce que j'étais un bon juriste, j'étais un juriste normal, j'étais pas dans le haut du panier. Si on regarde strictement ce que j'ai fait dans mes études, je suis un juriste
ouais, normal. Et en fait, on m'a recruté parce que je savais faire du montage et je savais faire du montage et du tournage de vidéos. Et en fait, la personne qui m'a recruté, elle avait besoin d'un juriste, mais en même temps, elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait l'aider à lancer son podcast. C'était une start-up parisienne et en fait, elle voulait lancer un podcast dans le monde du droit. Et en fait, 80% de mon travail, c'était d'enregistrer, de filmer des professionnels du droit. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'était que la plupart des professionnels du droit, la plupart des personnes qu'on a interviewées, en live, c'était très compliqué. Et souvent, ça m'a fait rire parce que moi, je l'ai vu en tant qu'étudiant. Et je sais que moi, en tant qu'étudiant, comme je vous le disais, on a tendance à se sous-estimer et à imaginer aussi que nos professeurs, ils font pas de fautes, que nos professeurs, ils ont pas de doute, que nos chargés de TD, pareil, ils ont pas de doute. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que moi, j'ai interviewé pas mal de professionnels du droit, des gens qui ont un très beau profil LinkedIn, des gens que vous avez peut-être lu lorsque vous avez fait des recherches pour vos TD et qui sont parfois des grands noms, pas forcément des grands noms parce que je connais pas tous les grands noms, mais en tout cas des personnes sérieuses et connues dans le milieu du droit. Et en fait, je les ai vus se tromper, je les ai vus douter de ce qu'elles disaient, je les ai vus dire ah bah non ça j'ai pas envie qu'on le mette, j'ai pas envie qu'on le mette dans la vidéo parce que c'est pas comme ça que je voulais le dire, on recommence, etc. Ou s'excuser parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un mot, pas à trouver une phrase, refaire 3, 4 prises. Et moi, ça m'a fait du bien en fait, en tant qu'étudiant, de voir ça parce que je me suis dit bon il n'y a pas que les étudiants qui ont peur avant un oral, avant des oraux. Il n'y a pas que les étudiants qui ont des doutes et qui aimeraient bien refaire la phrase parce qu'ils n'ont pas trouvé les mots justes. Ça m'a fait du bien de voir ça. Et c'était cool de pouvoir le voir. C'est pour ça que je vous en parle parce que je pense qu'on a tendance à un petit peu penser qu'on est les seuls à avoir, encore une fois, les doutes qu'on a. Et même les professeurs les ont, même les professionnels du droit les ont. C'est pareil, les stages que j'ai pu faire en cabinet d'avocat. J'ai vu le doute d'un avocat avant de monter sur scène, j'allais dire, avant de plaider. Donc j'ai vu le doute, même s'ils avaient beaucoup d'expérience pour la plupart, il y a toujours ce doute. J'avais même vu un reportage de Dupond-Moretti qui disait avoir envie de vomir avant chaque audience. Donc lui évidemment c'est pas donc Dupond-Moretti, c'est du pénal, c'est pas forcément les audiences de la vie de tous les jours, mais ça montre quand même que même lorsqu'on est un professionnel, on a des doutes. Moi je le vois même du côté de YouTube avec des youtubeurs qui, comme moi, peuvent sembler confiants devant la caméra. On fait des erreurs. Là, j'ai oublié ce que je voulais dire au bout du 5e point. Et lorsque j'ai tourné des vidéos avec des youtubeurs, on refait 3 fois les prises, on bégaye et en fait on coupe ça au montage. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de montage. Et donc, faut vous libérer de ce stress de vouloir faire des oraux parfaits, de vouloir faire des copies parfaites, de vouloir être parfait dans vos futurs prestations professionnelles lorsque vous serez des professionnels. Il faut vous libérer de ce perfectionnisme et comprendre que toutes les personnes qui vous entourent ont ce stress lorsqu'elles ont des responsabilités à prendre et qu'elles aussi elles ont fait des erreurs et que vous n'êtes pas forcément différent des autres, que les doutes que vous avez, les autres les ont. Ça pourrait être même le thème de la conférence, tellement j'ai parlé de ça, mais si vous pouvez retenir quelque chose, retenez ça. Et donc pour revenir au point dont je vous parlais, le fait de comprendre qui vous êtes et d'avoir une vie en dehors des études, je vous conseille de penser à l'exemple de cette fille qui, selon moi, a montré qu'on pouvait réussir ses études et en même temps avoir une vie à côté, prendre soin de sa santé, avoir des objectifs physiques. La course, c'est très bien pour commencer, ça prend pas beaucoup de temps. Il n'y a pas trop de trucs à comprendre, il faut juste avoir une paire de chaussures et puis partir. Et puis si on est motivé, enregistrer son chrono et puis essayer de faire des meilleurs perfs. Moi, c'était YouTube, ça m'a beaucoup plu, ça a complètement changé ma vie étudiante. J'étais complètement perdu dans mes études, j'aimais plus trop ce que je faisais et ça m'a redonné beaucoup de sens et maintenant c'est incroyable ce que je vis avec. Donc je peux que vous inciter à suivre un petit peu votre curiosité, à pas hésiter à avoir un petit projet à côté des études. Commencez petit par un petit projet et puis commencez à mener une double vie étudiante et vie personnelle. Et puis petit à petit, peut-être que la vie personnelle, vous découvrirez un truc qui vous plaira beaucoup plus et on ne sait pas comment ça peut évoluer. Mais en tout cas, je vous conseille de ne plus être à partir d'aujourd'hui seulement des étudiants, mais aussi de penser à la personne qu'il y a derrière et de prendre soin de cette personne et d'avoir des projets à côté. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et c'est ce que je vous dirai pour cette conférence. Maintenant, s'il y en a qui doivent partir, vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on est dans les temps, je pense que ça va. Si vous avez des questions par rapport à YouTube, à quoi que ce soit, moi je fais vie perso, je fais problème de couple, je
suis pas en couple, mais je suis très fort pour répondre aux problèmes de couple, mais je suis même pas moi en couple. YouTube, productivité, organisation, études, avenir, je fais tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Tu peux, ouais, le micro c'est en plus. Pendant la période où tu bossais à fond, où tu es sorti 2 fois dans l'année, c'était quoi ton plus gros manque? La chose qui te manquait le plus? Le manque? Alors c'est particulier parce que cette année, c'est l'année donc où j'ai lancé YouTube. Et en fait, j'avais fait un peu un contrat avec moi-même en début d'année. Je l'avais même carrément fait, hein, je l'ai montré dans mes vidéos. En fait, j'avais une pochette orange pour mes cours avant. J'ai mis un contrat avec moi-même de réussir sur YouTube et de au moins faire une vidéo par semaine et de réussir en même temps mes études, de continuer d'être présent en cours, etc. Et j'étais dans une dynamique où j'avais tellement de plaisir et de sens dans ce que je faisais que j'avais aucun manque à côté. Mais le manque il s'est ressenti après en fait, parce que tu échappes jamais à la réalité en fait. Si vraiment d'à côté si t'es un peu comme moi, que t'as une personnalité un petit peu addictive où tu t'intéresses très vite à quelque chose et puis tu te focalises sur ça, ce qui peut être bien, ça m'a aidé moi. Mais en fait, je me suis rendu compte que le manque il s'est ressenti lorsque j'ai eu les 10 000 abonnés et les 100 000 ensuite, où je me suis dit bah c'est cool, c'est des chiffres. Mais peut-être que j'aurais pu sortir plus à cette période-là. Peut-être que j'aurais pu mieux gérer mon temps. Pas forcément cette soirée dire non à tout pour faire une vidéo YouTube qui en fait n'a même pas forcément bien fonctionné. Tu vois, c'est des questions comme ça que tu te poses. Mais lorsque j'étais étudiant et que je sortais pas et que j'étais à fond sur YouTube, j'avais pas ce manque parce qu'il y avait tellement de sens dans le projet que ça allait. Comment tu as fait chaque jour pour te forcer à te mettre au travail alors que tu avais quelque chose à côté qui te plaisait beaucoup plus, comme YouTube? Tu vas passer tout ton temps à faire des vidéos Bah déjà, j'y arrivais pas chaque jour. J'ai parlé de l'effet cumulé, mais ça veut pas dire qu'on doit réviser chaque jour forcément. Moi, j'y arrivais pas, donc j'aurais pas la prétention de dire que je révisais chaque jour. Mais en tout cas, j'essayais. J'avais compris que moi je suis le genre de gars, et c'est ça pour beaucoup de monde, mais en fait une fois que j'ai commencé à travailler, que j'ai fait le premier pas, je peux ensuite au moins travailler 2 heures de manière très productive. Une fois que j'ai ouvert en gros la brèche et que je me suis posé sur le bureau, je peux commencer à réviser de manière productive. Et en gros, je savais que j'allais pas avoir 10 000 occasions dans la journée ou dans la semaine pour travailler. Et lorsque j'étais concentré, j'en profitais à fond. Je retardais la pause, je retardais le repas si j'avais un repas prévu avec la famille, et je restais concentré là-dessus. Et ensuite, je savais que j'allais avoir du mal à m'y remettre et une fois que j'aurais fait mes vidéos, à ne pas y penser. Mais j'en profitais de chacune des occasions. Et j'essayais la plupart du temps de commencer par le plus dur. Lorsque j'ai parlé aux élèves de 3e, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai parlé de l'exemple du verre d'eau et du jus d'orange. Et en gros, le verre d'eau, c'était, pour là, ce serait donc les études. Et le verre de jus d'orange, ce serait YouTube. Et moi, ce que je recommande, c'est de commencer par le verre le moins sucré, parce que sinon, l'autre ça paraît trop fade ensuite. Et ça me paraissait trop fade de faire des révisions après mes vidéos. Donc, je commençais la plupart du temps par les révisions. Par rapport à votre allée à l'oral, est-ce que tu as toujours été à l'aise? Est-ce que tu as révisé l'exercice? Mon premier oral à la fac de droit, j'ai eu 6. Donc après, ça n'a pas grand-chose à voir parce que tu peux être à l'aise à l'oral et pas trouver tes mots et avoir une mauvaise note alors que dans la vraie vie, tu es à l'aise. Donc c'est une petite anecdote qui me fait rire parce que le premier oral, c'est vraiment mal passé. Mais sinon, je pense déjà que le travail change beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, Jurixo, c'est un bon exemple. C'est un vrai timide, Jurixo. Et maintenant, on voit qu'il fait des vidéos. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber. Mais il fait des vidéos sur le droit. Et pour moi, c'est un bon exemple avec le travail, on peut devenir à l'aise. Et c'est pas un gars qui va avoir envie de faire des conférences devant des milliers de personnes. Et c'est un gars qui a toujours un petit peu le stress avant de prendre la parole, même en TD. Son premier TD, il avait peur de prendre la parole et il a eu peur de commencer sur YouTube, il me l'avait dit. Mais c'est un bon exemple de le niveau que tu peux atteindre lorsque tu travailles sur tes peurs en fait. Et c'est un bon exemple. Après, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que je pense que le top 1%, le top 10% des personnes les plus à l'aise, c'est les personnes qui sont naturellement à l'aise
à l'oral mais qui font des efforts en plus, et ça cumulé ça donne des personnes qui sont très à l'aise. Mais je pense donc qu'il y a une part d'inné, il y a une part de chance dans la personnalité de la personne. Si à l'école c'était plutôt une personne qui bavardait, qui était un peu distraite et qui parlait à tout le monde, peut-être que ça lui donne un avantage. Mais mon meilleur conseil, c'est la pratique. Et je l'ai vu sur YouTube des milliers de fois. Si tu regardes toutes les premières vidéos des youtubeurs, tu verras que s'ils l'ont laissé, s'ils assument la première vidéo, tu verras qu'ils sont très peu confiants, et tu vois qu'ils sont pas forcément à l'aise à l'oral. Et tu verras qu'avec le temps, la pratique fait que tu es plus à l'aise. Tu t'habitues à tout ce que tu fais. Si tu prends la parole de manière régulière, tu t'y habitueras et tu deviendras très doué en fait, tu auras les bases. Donc ouais, c'est la pratique selon moi, c'est vraiment la pratique. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je suis là pour répondre à vos questions plus perso de couple, si vous voulez, ou vos autres questions plus personnelles. Je sais que c'est pas facile de poser la question devant tout le monde comme ça, mais du coup, vous pouvez venir. Je vais boire un petit peu d'eau et puis je reste là et vous pouvez me poser vos questions. On peut discuter, échanger. Et puis pour ceux qui ont autre chose à faire, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour vos études. La vidéo sera rediffusée sur YouTube, donc vous n'avez pas eu besoin de noter. Et puis voilà, je vous souhaite que du bon. Merci d'être là, c'était ma première conférence. J'espère qu'il y en aura d'autres dans les prochaines années et que ça pourra évoluer et qu'on pourra en faire d'autres. Et puis merci d'être là et puis à la prochaine. Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights, still in pain. In my mind it decays as I try to make a change. See the sun, see it set, feel some pain, feel regret. All the same, what is next? I'm to blame.